Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors une fois de plus, on passe l'actualité de la semaine en revue. Alors je vous dis déjà, on va parler de système électoral, de rentrée universitaire, de mobilité bien sûr et de migrants. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités mais des non politiques cette fois-ci et 4 experts. Le premier expert c'est Monsieur Provoque, l'auteur chroniqueur Marcel Sell. Bonjour. Madame IVG, la présidente du Conseil des femmes Sylvie Losberg. Bonjour. Monsieur Radical, le journaliste de la revue politique Hamza Belakbir. Bonjour Jean-Jacques. Et Monsieur Uptown, le rédacteur-chef de Lobby et du Club Grand Place, Paul Grandjean. Lui-même. Oui, bonjour. On commence donc avec les communales. Les candidats sont connus, les listes sont connues, les numéros des listes sont connus. Une interrogation reste, a-t-on raison de persévérer avec notre système électoral actuel? Certains se posent la question, dont des Bruxellois qui ont créé une association pour y réfléchir. Et ils proposent des solutions comme le tirage au sort. Reportage Sabine Ringelheim et Manon Hugui. Olivier Auglusten est l'un des membres de La Voix est libre, un collectif d'une vingtaine d'hommes et de femmes préoccupés par la crise de la démocratie et le fossé de plus en plus grand entre citoyens et politiques. Ce qu'on voudrait faire, c'est réenchanter cette démocratie et pouvoir redonner du sens au mot démocratie, c'est-à-dire impliquer le citoyen dans les prises de décision au niveau communal. Leur proposition, adapter le système électoral actuel au niveau communal. À côté des listes classiques, les électeurs auraient la possibilité de choisir une case tirage au sort. À partir du moment où cette case tirage au sort obtient suffisamment de voix que pour avoir un élu, un conseil communal au niveau du conseil communal, se met en place un tirage au sort pour tirer parmi la population un conseil citoyen. Ce conseil citoyen serait égal en nombre au conseil communal. On aurait une bien meilleure représentativité de sexe, d'âge, de profession. Ce conseil communal citoyen serait représenté par certains de ses membres au conseil communal traditionnel. Pour le collectif, ce processus est inéluctable, même si aujourd'hui on en est loin puisque la Constitution ne le prévoit pas. Nous pensons que les politiques peuvent se saisir d'un projet d'élargissement du dispositif démocratique. Ça ne veut pas dire remplacer les élections par un autre dispositif, c'est simplement donner la possibilité à un autre dispositif d'être choisi par le citoyen. On pense que les politiques auraient tout intérêt à montrer une certaine ouverture. Et ils y croient. Pour La Voix est libre, le tirage au sort pourrait devenir réalité dès 2024. Alors, Marcel Sell, que penser de ce système de tirage au sort? D'abord, c'est toujours... La démocratie n'est jamais une réalité parfaite, donc c'est toujours bien d'essayer de l'améliorer puisque c'est un objectif qu'on essaye d'atteindre. Le problème, c'est que très souvent, on arrive avec des solutions qui n'en sont pas. Je prends l'exemple ici du tirage au sort, donc il voudrait tirer des citoyens au sort, et puis ceux qui accepteraient, parmi ceux tirés au sort, ferait partie d'un second conseil communal, on va dire. Je schématise. Le problème, c'est que si on veut tirer au sort des gens représentatifs, pour éviter, par exemple, qu'il y ait 8 personnes sur 10 qui seraient d'extrême droite, ou qui seraient de centre, ou de gauche, ou des femmes, ou que des hommes, on est obligé de les ficher d'abord. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord ficher toute la population. Et donc ça, c'est évidemment impossible. Et donc on devrait partir plutôt d'un volontariat. Mais si on part d'un volontariat, là, on perd l'idée de citoyenneté, c'est-à-dire l'idée d'engager le citoyen. Et finalement, la troisième remarque, c'est que si on veut engager le citoyen, je ne pense pas que c'est au niveau de la sélection que ça peut se faire, parce que dès qu'un citoyen est à ce moment-là tiré au sort et qui serait volontaire et qui devienne donc un accessoire un mandataire politique, il n'est plus justement un citoyen, il devient aussi un mandataire politique. Sylvie Losberg. Mais je pense que ce que dit Marcel est assez pertinent dans la critique, mais c'est de nouveau le verre à moitié vide ou à moitié plein. Historiquement, le tirage au sort, ça fait partie de la démocratie. En tout cas au niveau de la République d'Athènes, on l'a vu à Florence aussi, et même en Suisse jusqu'au 19e siècle. Mais c'était toujours des systèmes mixtes, c'est-à-dire il y a une élection représentative d'un côté, et puis il y a la possibilité d'avoir un tirage au sort. Alors pour éviter ce que Marcel craignait, c'est-à-dire d'avoir par exemple des personnes qui sont contre le système ou qui ne sont pas compatibles avec les valeurs du système, il y avait déjà à l'époque on va dire un test de moralité. C'était pas un test de compétence, c'était plutôt de voir si la personne avait respecté les valeurs fondamentales du système en place.
Parallèlement à ça, je dirais aussi que peut-être qu'effectivement, ce serait important, quand la démocratie se réinvente, de faire attention à ce que la population active là où elle est soit plus participative. Et d'un autre côté, c'est un système qui doit toujours se réinventer. Et donc, je pense que l'idée de faire au niveau local peut-être cette innovation, hein, et on l'a vu en Islande par exemple, ça a donné de très bons résultats, mais évidemment c'est un petit pays. C'est pour ça que commencer au niveau local, commencer au niveau local est une bonne chose, et je trouve qu'il ne faut pas ni le rejeter d'office, ni le prendre comme la panacée. Et vous, Hamza Belakbir, pour ou contre? Très difficile, question très difficile. Je ne pourrais pas, je pense, trancher. En tout cas, ma réflexion n'est pas encore assez aboutie pour dire pour ou contre. Je ne me démarquerai pas non plus de ce qu'a dit Marcel, Marcel et Sylvie. Maintenant, il faut aussi encourager ce genre d'initiative, dans le sens où la crise de confiance des citoyennes et citoyennes dans les institutions, elle est là. Il est temps, et je pense que c'est encore très lent, c'est des bonnes initiatives, mais il faut encore les multiplier, essayer de multiplier les laboratoires démocratiques partout. Les communes, c'est le meilleur exemple. On verra aussi tantôt avec nos invités si dans les entreprises, dans les syndicats, est-ce que ça se passe mieux? Est-ce que là, pour le coup, il y a des dispositifs qui sont différents des élections communales, fédérales ou régionales? Et dernièrement, il faut absolument permettre aux autres initiatives de s'exprimer maintenant, avant que la confiance soit rompue définitivement et qu'au-delà du vote obligatoire, plus personne n'ira voter. Il est minuit moins une. Alors, Paul Grosjean. Moi, je trouve ça une idée très intéressante. Je me réfère pour cela au jury d'assises, la cour d'assises, où ça marche, je crois, très bien. Je crois que les citoyens sont très responsables. C'est pour ça qu'on les supprime. Oui, mais je suis contre cette suppression, donc voilà. C'est cohérent. Voilà. Je connais des cas. Personnellement, je n'ai jamais été juré d'assises, mais ma sœur l'a été. Et elle a vécu ça de l'intérieur, et elle m'a expliqué que les gens prenaient ça vraiment très au sérieux. Et donc, je trouve que il faut être positif par rapport à ce genre d'idées. La seule chose que je dirais, le seul bémol, c'est d'encadrer peut-être les citoyens, comme certains magistrats peuvent encadrer les jurés d'assises, entre guillemets. Évidemment, il y a aussi une fameuse différence entre le jury d'assises et la politique communale, c'est que forcément, au tribunal, on n'est pas concerné directement par l'affaire qui est traitée, tandis que dans la commune, forcément, on peut être concerné. Donc, on peut perdre de son objectivité, de son honnêteté intellectuelle, mais je trouve que le principe est très intéressant. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités des non-politiques. Il négociera au Louis XIV, à la hauteur de la table. Donc, cette fois-ci, comme c'est la campagne électorale, pas d'invité politique jusqu'aux élections du 14 octobre. On alternera avec des gens de la société civile, et aujourd'hui on a décidé d'inviter une représentante syndicale et un représentant du patronat. Alors tout d'abord Estelle Ceulemans, secrétaire générale de l'FGTB Bruxelles depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, et Olivier Willox à ses côtés, qui est administrateur délégué de Bessy, et Bessy c'est la Chambre de commerce et union des entreprises bruxelloises. Alors vous avez entendu tous les deux ce qu'on se dit sur le tirage au sort. Est-ce que ça vous semble une bonne idée de changer la règle, Estelle Ceulemans par exemple, la règle des élections? Est-ce qu'il faut la changer et peut-être faire un parallèle avec les élections sociales peut-être? Est-ce que là aussi il y a des choses à changer? Je pense que je suis assez d'accord avec la réflexion de Marcel. En même temps, c'est une bonne idée. Il faut pouvoir remettre en question les principes démocratiques. C'est surtout jamais garder les choses de manière figée. Donc voilà, cette idée, surtout au niveau local, pourrait être effectivement une bonne idée. La question, c'est de savoir aussi, est-ce que ces personnes vont occuper des fonctions effectives ou pas? Est-ce que, du coup, ils vont se retrouver effectivement dans des fonctions d'échevins ou dans des fonctions plutôt de conseillers communaux et autres? Voilà, donc ça change évidemment toute la donne à partir du moment où on est plus dans un contre-pouvoir démocratique ou vraiment dans la participation. Moi, une petite crainte juste comme ça, c'est de me dire, voilà, si effectivement quelqu'un est tiré au sort et n'a pas véritablement la volonté de s'engager au niveau politique, parce que je pense que la politique, c'est aussi un engagement. Au niveau syndical, c'est un petit peu la même chose.
et donc n'a pas véritablement cette volonté. J'ai un petit peu des craintes, et notamment, je ne suis pas non plus toujours pour le fait de professionnaliser la politique, mais malgré tout, d'une certaine manière, je pense qu'il faut un véritable engagement. Et alors, surtout si ces personnes doivent à un moment donné exercer des fonctions effectives, le souci c'est qu'alors ils vont surtout devoir se reposer sur une administration. Et là, vous ne m'en voudrez pas, mais on rentrerait quelque part dans le pouvoir, ou en tout cas la prise de pouvoir des experts. C'est pas, je dis ne m'en veuillez pas, parce que c'est pas une critique par rapport aux experts. Donc voilà, mais on sait que la dictature des experts, ça peut aussi exister. Et sur ma question sur les élections sociales, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait tirer au sort les délégués syndicaux, par exemple? Je ne pense pas. Je pense que les délégués syndicaux, ce sont surtout des personnes qui doivent être légitimes dans leur entreprise, qui sont sur des listes que les travailleurs connaissent. Donc non, on a véritablement justement un phénomène de proximité. S'il y a bien une raison pour laquelle il ne faudrait pas le faire, c'est celle-là. Alors vous, de votre côté, Olivier Willox, que pensez-vous ces idées de tirage au sort? C'est bien d'oser des idées, mais je pense qu'il y a deux tests. C'est la question de la légitimité, de représenter, parce qu'on a été tiré au sort. Ouais, je suis légitime parce que j'ai été tiré au sort. Et puis il y a la question de l'engagement, parce que je pense qu'aujourd'hui, le chemin politique est quelque chose qui est... D'abord, c'est des horaires parfois assez impossibles, et puis c'est une disponibilité, et donc il faudrait peut-être avoir dans le système des gens qui sont désireux d'être tirés au sort. Alors ça n'est plus tout à fait tiré au sort. Alors, bon. Et je pense que quand on va dans les jurys d'assises, le nombre de personnes qui se désistent en disant « Attendez, il y a 3 jours comme ça, c'est une responsabilité ». Et je pense que il y a d'autres manières, à mon avis, plus efficaces d'améliorer la démocratie. Comment? Lesquelles, par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que c'est en train de changer de nouveau, mais notamment sur la nouvelle génération, c'est un dédain des institutions, un refus assez catégorique. Et je pense que les institutions doivent certainement se moderniser, notamment les communes, parce que je pense que ça fonctionne encore sur base, pour l'essentiel, d'une vieille loi communale et qui doit se moderniser, y compris dans son processus de décision. Est-ce que, par exemple, toutes les décisions doivent-elles vraiment passer en conseil ou en collège? Est-ce que la délégation de pouvoir ne peut pas être possible à certains moments pour des choses assez évidentes, notamment quand c'est motivé par l'urgence? C'est clair que je pense qu'aujourd'hui, la commune est intéressante du point de vue de la gouvernance, parce que je pense que vraiment on est vraiment au niveau de l'interaction avec les citoyens. Mais dans son mode de fonctionnement, je pense qu'il y a certainement moyen de mieux faire. Et du coup, ça attirait probablement aussi un peu plus de vocation. Marcel Sey? Je me demandais, dans le monde syndical, est-ce qu'on a essayé les ateliers qui seraient des ateliers citoyens, ou par exemple, pour l'aménagement d'une place ou d'un rond-point, on demanderait à des citoyens de monter le projet, en fait, plutôt que de le confier directement aux politiques et d'avoir à ce moment-là un projet alternatif. Est-ce que dans le monde syndical, il y a eu ce genre d'expérience de ne pas aller directement chez les délégués syndicaux, mais de demander, par exemple, à des membres de personnel de créer, de lancer des idées? Alors, et celle que ça c'est plutôt mal vu dans une entreprise quand on fait ce genre de choses-là. Mais je vois surtout l'intérêt, je veux dire, en même temps... Je pense que représentants des travailleurs et représentants de l'entreprise, on est tout le temps en négociation, on est tout le temps dans la recherche de solutions. Voilà, je ne vois pas tellement dans quel cas il faudrait s'adresser à d'autres aspects. Voilà, un cas précis. Oui. Demander par exemple au personnel d'une entreprise si leurs idées, ou de se mettre en cluster pour lancer des idées d'aménagement. Ça, on le fait en permanence. Ça, je veux dire, il y a des assemblées générales, il y a des assemblées de personnel, ils sont sollicités, par exemple, lorsqu'on va travailler, j'ai encore vécu récemment, sur l'aménagement d'un réfectoire ou d'un lieu de repos pour les travailleurs, ils sont évidemment associés. Ce qui n'est pas le cas des citoyens. Ça dépend. Il y a aussi des associations citoyennes qui se font de plus en plus aussi, je pense. Et puis il y a des budgets participatifs, on demande aux citoyens de dire vers où le budget doit aller. Mais Olivier Willox, dans l'entreprise, on n'est pas toujours pour tout discuter avec les syndicats. Parfois, on a envie de discuter, de court-circuiter un peu les syndicats. Rappelons quand même qu'il y a aussi pas mal d'entreprises, elles sont majoritaires, où les syndicats ne sont pas présents. Alors on peut le regretter ou pas, peu importe, mais en tout cas dans les petites, la concertation fait partie du... Vous savez, aujourd'hui, en 2018, imposer tout le temps, un jour ça casse. Donc je pense que récolter les avis, et pas mal d'entreprises fonctionnent aussi sur les thèses à faire des ateliers ensemble en disant tiens, comment régler quel type de problème, on se met à 5 dans une pièce et on essaie d'apporter des solutions. Je pense que ça se fait tous les jours dans toutes les entreprises. Alors de là à le structurer de manière formelle ou pas, ça c'est un autre débat. On peut être pour ou contre, mais je pense que souvent il y a
comme on le dit souvent, il y a plus d'idées dans 5 têtes que dans une. Et surtout, l'idée de participer à la construction et l'élaboration rend les choses, donne du sens. Si je vous dis, vous devez faire ça pour demain, si par contre on arrive à la conclusion que ce serait une bonne idée que ça se fasse demain et vous êtes volontaire, je pense que ce sera mieux fait. Meilleur, oui. Sylvie Josberg. Oui, moi, je voudrais revenir sur le sujet de départ, qui est quand même une remise en cause de la particratie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les élections? C'est que les personnes qui sont sollicitées sur des listes, elles le sont par des personnes qui les connaissent, et que donc c'est vrai qu'il n'y a pas un phénomène d'aspiration, et je dirais dans les deux sens, aspiration de la population et le sens de aspiration dans le sens de motivation d'y aller. Et je pense que c'est important de prendre en compte cette dimension-là pour la population et pour les jeunes en particulier. Entrer dans un parti politique, aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout à leur façon de vouloir faire de la politique. Et peut-être qu'il faut quand même laisser un peu de place à cette dimension-là. Je voudrais demander à nos invités si, en tant qu'organisation, ils donnent des consignes de vote. Estelle Keulemans, est-ce que vous donnez des consignes de vote au sein de la FGTB? Alors, je pense que j'ai déjà été assez claire, en tout cas par rapport à cette question et sur le même plateau ici. D'abord, j'ai trop de respect pour les travailleurs que je représente, pour nos militants, pour nos délégués. Donc la réponse est non. Donc la réponse est évidemment non. Par contre, ce que nous allons faire, et surtout et en particulier par rapport aux prochaines élections, les élections régionales, c'est leur donner des outils pour décrypter les programmes des différents partis. Et des outils avec des grilles d'analyse. Ça, effectivement, ça c'est notre tâche et autres. Et de voir si effectivement, dans ces programmes de partis, ils peuvent s'y retrouver par rapport aux projets de société qu'on défend avec eux. Mais vous êtes au courant, la CGSP Enseignement à Bruxelles a décidé de faire connaître à l'ensemble de ses affiliés le nom des affiliés syndicalistes qui se présentaient sur différentes listes pour faire connaître ça à titre d'information. Mais écoutez, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Je pense que de toute façon, la question est, je pense que quand on est représentant syndical et qu'on s'affiche sur des listes électorales, c'est jamais un secret non plus, d'une certaine manière. Mais c'est personnel. Voilà, c'est relativement personnel, oui. Et du côté du patronat, Olivier Willox? Nous, on fait les choses assez simplement. On a proposé... Non, et je ne suis pas d'ailleurs sûr que la popularité de certains partis soit à la hauteur de celle qu'on peut, en tout cas majoritairement, penser. Nous avons proposé à tous les partis une charte de bonne conduite au niveau des communes. Je vous assure que ceux qui répondent le plus ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Et en termes de contenu et d'adhésion, on serait assez surpris. Et le PTB a dit oui, alors, c'est ça? Alors, je ne sais pas si le PDP a dit oui, et je ne veux pas faire de particularisme ici, mais je dis, il y a d'autres partis qui ont d'autres types de sensibilités dont, a priori, ne sont pas trop proches des nôtres, sur lesquels, effectivement, on peut dégager des critères de convergence. Et vous faites connaître ça à vos membres? Tout à fait, et on publiera la liste. Et donc, certains partis sont décentralisés sur ces questions-là, donc bon, et d'autres partis centralisent le tout. Et je pense que c'est important de fonctionner comme ça en transparence. C'est un peu la même idée, finalement, qu'au niveau syndical, sauf qu'on demande un ensemble de choses. Après, chacun, certainement pas de consigne de vote. Oui. Et vous, Hamza Belakbi? Juste petit détail concernant, quand M. Willox parlait notamment de la gouvernance au sein des communes, etc. Il faut juste savoir qu'à chaque fois, quand on parle de gouvernance ou de réforme de gouvernance, souvent c'est un déficit démocratique au sein des institutions. Je l'ai vécu personnellement à l'Université libre de Bruxelles. Et là, on voit clairement que quand on réforme une institution pareille ou d'autres institutions, c'est souvent pour limiter, en tout cas diminuer les espaces de discussion ou de contestation de mesures qui viennent d'en haut. Donc je pense que efficacité, c'est pas un mot dit si neutre que cela. Et par rapport à la particratie, pour réagir au propos de Sylvie, en effet, il y a un dédain clair de la part des jeunes, surtout sur le campus universitaire, parce que c'est eux majoritairement qui se retrouvent sur les listes, malheureusement, sur les listes électorales plus tard. Il y a certains dédains, mais quand on voit la reprise, ou en tout cas la nouvelle génération qui s'investit en politique, tous partis confondus, du PTB jusqu'au MR, je pense que c'est toujours, entre guillemets, les mêmes personnes. Beaucoup d'individus là, qui sont engagés dans la représentation étudiante, etc., choisissent plutôt, là pour le coup, l'enseignement ou
au sein des syndicats. Ça, ma génération, que ce soit du Sardou Libre Examen, la FEF, le BEA, etc., la majorité finissent dans les syndicats. Et du coup... Là, vous parlez du jargon étudiant universitaire, on perd tous nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. Paul Grosjean. Moi, je constate en tout cas que l'autonomie régionale au niveau des syndicats et des fédérations patronales existe, puisque la FGTB Wallonie a recommandé un trio, si je puis dire, au niveau politique, et que VOCA... Trio de gauche, oui. Voilà, exactement, PTB, Écolo, PS, et VOCA est réputé pour soutenir la NVA, et donc clairement, Bruxelles se différencie à la fois la Flandre et la Wallonie. Oui, on est prudent, ça c'est clair. Oui, Olivier Willox, pour conclure là-dessus. Je pense que siéger dans un conseil communal nécessite d'acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences. Je pense que tout le monde sous-estime rien que comprendre un budget communal. Je vous assure que c'est des nuits à essayer, ne fût-ce que de comprendre la technique budgétaire. Donc, je pense vraiment que les citoyens doivent bien comprendre que quand on parlait d'engagement, c'était pas juste être disponible pour parler, mais il faut rentrer dans la matière, comprendre la matière, toutes les réglementations urbanistiques. C'est gigantesque comme chemin. Monsieur Willox, tout à fait d'accord, mais est-ce que les personnes qui sont sur les listes ont ces compétences? C'est quand même la première... Non, mais donc c'est pas sur l'engagement, la volonté d'acquérir ces compétences. J'étais évidemment pas, ils ne l'ont pas. Mais dans le cas du tirage au sort, les personnes doivent répondre oui ou non. Oui. Donc il y a quand même toujours cet espace-là. Donc la question de la compétence, c'est la même chose que pour la parité. Hein. Donc je pense qu'il faut aussi se rendre compte que quand on fait des listes, on ne fait pas des listes en fonction des compétences. Oui, Estelle Queulemans. Voilà, et moi, j'ai juste envie de rebondir sur la question effectivement de l'engagement des jeunes. Donc, effectivement, on a un sentiment global du fait que les jeunes aujourd'hui repoussent tout ce qu'ils considèrent comme institution, partis, syndicats et autres. En même temps, ils sont terriblement engagés. Ils sont engagés d'une autre manière. Et je pense qu'il faut pouvoir s'adresser à eux, leur parler et leur dire aussi de s'intéresser aux partis, de s'intéresser aux syndicats, de s'intéresser effectivement à cette forme de démocratie-là, parce que, et d'y mettre leur grain de sel et vraiment de s'y impliquer, parce que ce sera sans doute la meilleure manière de pouvoir faire changer les choses. Ben, certains pourraient mettre leur grain de sel, se retrouvent à l'université, comme le racontait Hamza Belakbir, et on se demande, en cette rentrée universitaire, on a beaucoup de questions. Est-ce que le décret paysage est le bon? Et si on remettait en cause le numerus clausus, comme en France, on vient de le remettre en cause? Et puis surtout, combien ça coûte une rentrée universitaire? Reportage Marie-Noël Dinan et Fred Dehedon. Premier cours de sociologie pour ces étudiants en droit de l'Université Saint-Louis. Et accéder à cet auditoire à un coût. Et on paye le Minerval de 835 €. De plus, on paye des livres. C'est mes parents qui payent, donc ça, j'ai de la chance et voilà quoi. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Dans cette université, c'est un fait, la solidarité familiale ne suffit plus. La paupérisation des étudiants se fait ressentir très fort. Et pour vous donner un exemple, en 4 ans de temps, le nombre de dossiers de demande de bourse et de bourses octroyées a doublé. Et la bourse ne paye pas tout, alors certains ont en plus recours au job d'étudiant. Quand on a un livre à 45 €, c'est déjà 20, etc. Et puis il n'y a pas que ça, il y a les photocopies, il y a les notes, ça ne rentre pas, la bourse ne rentre pas. Et les photocopies, c'est direct 5, 10 € à chaque fois. Et donc tout ça, c'est moi qui paye grâce à mes jobs étudiants. Selon la Fédération des étudiants francophones, un job d'étudiant sur 2 sert à payer ses études. Sans parler de l'augmentation des demandes d'aide au CPAS, 7 fois plus en 15 ans. Une situation dénoncée par la FEF depuis longtemps. Un mécanisme sur lequel la communauté française peut directement agir, c'est le Minerval que l'étudiant doit payer, donc qui peut varier entre 175 et 836 € en haute école. Parfois, il n'y a même pas de plafond en haute école ou en ESA, donc là, on peut monter jusqu'à 1200 €, 1500 € de Minerval si on veut. Et en université, on a 836 € fixe. Alors ce coût-là, si on l'abaisse, voire à terme on le supprime, eh bien c'est une solution pour réduire le coût des études, c'est une solution pour réduire les inégalités aussi. En attendant, certains établissements comme Saint-Louis proposent la gratuité des repas et des soins médicaux. Mais ce qui coûte le plus reste le logement. À Bruxelles, un étudiant le paye entre 400 et 500 € par mois. Alors Hamza Belakbir, c'est cher d'être étudiant? Je ne vais pas vous contredire. Oui, en effet, c'est cher. Et juste pour me permettre de rajouter un petit détail au reportage, qui est déjà très complet, c'est que Maxime Mikil, si c'est président de la FEF, dit que le Minerval part de 175 € à 835 €. Sans mentionner que les étudiants étrangers hors Union européenne, eux, doivent payer 4175 €. Étant étudiant, voilà, ce qui était mon cas. Voilà, le cas de gens qui est dans ma situation. Maintenant, suite aux chiffres de la FEF, il ne faut pas aussi oublier que plus ou moins 2 tiers des étudiants et des étudiantes qui s'inscrivent doivent financer leur Minerval en travaillant.
Et quand on travaille, on a moins de temps d'aller au cours, moins de temps de le préparer. Et quand on dit travail job étudiant, on est dans l'ORECA, et les horaires de l'ORECA, vous les connaissez toutes et tous ici. Et dernier détail, on voit aussi qu'il y a, là pour le coup, de cette précarité organisée, parce que voilà, il y a des responsables, il y a en fait le monde, je dirais pas le monde patronal, mais en tout cas les banques, qui en guillemets trouvent une certaine forme de marché à prendre sur la précarité des étudiants, à savoir les prêts étudiants. Un peu à l'américaine. Un peu à l'américaine, un modèle à l'anglaise, à l'américaine, de vouloir prêter aux étudiants pour pouvoir financer leurs études, pour qu'ils puissent travailler tranquillement. Sauf que ce qu'on voit, non seulement en Angleterre, c'est qu'il n'y a que 40% des prêts qui sont remboursés, et les étudiants, une fois diplômés, ils doivent travailler 5-10 ans pour rembourser leurs études. Du coup, on est quand est-ce qu'ils vont pouvoir, entre guillemets, s'oxygéner financièrement, matériellement, pour, entre guillemets... Paul Grosjean, on veut ajouter un mot. Moi, je crois qu'il faut effectivement aider les étudiants parce que Bruxelles devient de plus en plus une ville universitaire et ça fait partie de l'image de Bruxelles et j'imagine M. Willock sera d'accord avec moi. Et donc, il y a plein de regroupements auxquels on assiste, en phase de regroupement comme l'UCL et Saint-Louis, comme l'ECAM et l'ICHEC, comme l'IEX et l'ULB, etc., etc. Il y a les hautes écoles, etc. Donc, je trouve que c'est important que Bruxelles se rajeunisse, si je puis dire, à travers ce monde universitaire et donc, il faut tout faire pour attirer le monde universitaire à Bruxelles. La ville universitaire, vous y croyez, Olivier Willock? Bruxelles, ville universitaire? C'est un fait. Je veux dire, on a plus de 70 000 élèves dans le supérieur Bruxelles, donc oui, ça c'est un fait. Et je pense qu'on a tout intérêt à avoir un réseau supérieur qui se développe bien, parce que je pense que l'avenir des villes, et en partie villes de service, c'est effectivement dans la compétence. Alors, le débat sur le Minerval, pour moi, est un peu un drôle de débat, parce que, ne peut-être pas être populaire, mais aujourd'hui, on est en train de faire des numerus clausus pour éviter d'avoir des étudiants étrangers qui prennent dans certaines facultés les places des Belges. Et donc, on se retrouve avec des pénuries de main-d'œuvre dans des domaines aussi bizarres que le vétérinaire, par exemple. Et la question, c'est où on veut faciliter l'accès de tout le monde à l'université. Et j'ai pas de souci là-dessus. Mais il y a deux techniques. Soit on baisse le Minerval, mais on me dira, oui, mais les coûts en dehors des activités, comme le logement et les activités, coûtent cher. Ou on se retrouve dans un système où on pourrait faire l'inverse. Et je n'ai pas fait d'études sur cette question-là, mais qui consiste à dire, j'augmente le Minerval, et avec l'augmentation du Minerval, je finance davantage de bourses. Je veux dire, les deux systèmes sont possibles. Il ne faut pas forcément... Si on veut un débat sur l'égalité, je pense qu'il faut pouvoir explorer toutes les pistes dans cette question-là. Et le plus choquant dans tout ça, c'est quoi? C'est le taux de redoublement en première année. Et c'est qu'à un moment donné, on finance des... Je vois encore dans certaines facultés où j'en ai 1 sur 10, 2 sur 10 qui passent l'année d'après. Et donc le système est coûteux, y compris pour les étudiants, mais surtout pour la communauté française en termes de structure. Donc si on veut avoir ce débat-là, je pense qu'il faut avoir un débat global sur la question et le rôle de l'université. Estelle Keulemans, je suppose que vous ne serez pas d'accord sur tout avec Olivier Willock. Non, pas vraiment, effectivement. L'augmentation du Minerval, certainement pas, d'autant plus que la FEF a sorti effectivement comme chiffre que le coût d'une année universitaire, c'était entre 8 et 12 000 euros. Oui, quand ça inclut le logement. Voilà, oui, mais c'est le coût d'une année universitaire. Donc voilà, mais moi, ça sonne à mes oreilles, effectivement, comme les systèmes anglo-saxons qu'on regardait de manière étrange, en voyant des étudiants s'endetter avant de commencer leur vie professionnelle. Donc tout ça est particulièrement inquiétant, évidemment, et notamment le renvoi de tous ces étudiants vers les CPS et la précarisation des étudiants. Précarisation des étudiants, ça veut aussi, c'est synonyme, évidemment, de précarisation de leurs parents. Mais en tout cas, 8 à 12 000 euros. Moi, j'ai eu la chance de faire des études universitaires. On était 2 à l'époque dans la famille et avec des montants comme cela, je ne suis pas certaine que mes parents auraient pu effectivement prendre ça en charge. Autre élément, le travail étudiant. C'est un de mes dadas parce que j'ai la chance effectivement de donner un petit cours sur la sécurité sociale à l'université. Donc mes étudiants, je les interpelle par rapport à ce travail étudiant puisque la plupart d'entre eux travaillent. Et d'ailleurs, lorsqu'on va visiter l'office des pensions et qu'on nous dit que les gens rentrent de plus en plus tard dans la vie active, notamment pour cotiser pour leur pension, c'est terriblement choquant parce qu'il y a de plus en plus justement de jeunes qui sont très actifs sur le marché de l'emploi en tant qu'étudiants et où on ne leur reconnaît pas justement les mêmes droits que les travailleurs, notamment pour se construire des droits plus tard en matière de chômage ou en matière de pension. Olivier Willock, sur le travail étudiant. Alors, tous les cas ne sont pas identiques. La fois passée, j'étais dans une université, je ne dirais pas laquelle, et j'étais en train de poser la question de savoir quelle était
la manière dont fonctionnait, non pas le système d'intervention pour les Minerval réduits, mais est-ce que le calcul a été fait quelque part sur une logique de patrimoine et pas sur une logique de revenu du parent avec lequel l'enfant habite? Parce que la question, c'est la capacité contributive. Donc aujourd'hui, c'est pas toujours simple de mettre ce genre de choses en place. Et dans certaines universités, on me racontait qu'effectivement, ça dépend des facultés, mais c'est parfois les facultés les plus militantes, le revenu moyen des parents était plutôt de nature très très élevée, avec un militantisme pour avoir un Minerval le plus bas possible. Et là, je pense qu'à un moment donné, soit on est dans une volonté vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse s'intégrer dans les hautes écoles, et je pense que c'est indispensable d'avoir une égalité des chances, mais ça passe peut-être par une vraie réflexion qu'on ne va pas faire en 20 minutes autour d'une table. Sylvie Losberg. Oui, alors je voudrais revenir sur le point principal, c'est ce que vous avez mentionné, l'égalité des chances de tous. Ça commence par savoir où on peut s'inscrire. Et déjà là, il y a une inégalité par rapport au décret paysage. La liberté de choix, c'est aussi des choix contraints. On ne sait pas, on arrive trop tard. Il y a un manque finalement d'information des jeunes face à quelque chose qui est de plus en plus complexe et qui est très neuf. D'autre part, c'est aussi l'assignation à filière. On voit très bien qu'il y a une répétition des filières au niveau des familles. Et ce que vous signaliez, c'est-à-dire que finalement, dans certaines filières, c'est toute une catégorie de population plutôt favorisée. Et c'est pareil dans l'enseignement professionnel. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Ça, c'est pas propre à l'université. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... propre à notre société, ça. Oui, mais donc la société doit le prendre là où ça commence. C'est-à-dire, à la sortie du secondaire, travailler, même avant. Parce que le choix entre le professionnel, le technique oui, et le général... d'accord, mais on n'arrive pas à sortir de cette logique et nous avons un système très inégalitaire qui répète les inégalités et on le voit au niveau universitaire, c'est le bout du bout et malheureusement c'est ce qui fait que la société reste cadenassée. Alors un scoop, on ne va pas l'arranger aujourd'hui, mais la question est posée. Tête d'affiche, c'est notre rubrique suivante. Je vais vous proposer à tous les deux, chers invités, une galerie de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Et à vous de choisir celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on commence par Olivier Willox. Je vous propose tout d'abord José Duchamp, le pickpocket, fait citoyen d'honneur de Bruxelles ce vendredi. Ou alors Lou Bolland, un artiste extraordinaire qui fête ses 20 ans. Alexis de Soif, nouvel administrateur de la plateforme citoyenne, ou encore Jean Piat, comédien français nonagénaire disparu en milieu de semaine. Moi, je prends le dernier, Jean Piat. Jean Piat. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur Jean Piat? Pas grand-chose, c'est que il y a des moments où on se dit comme ça que sa mémoire... il y avait partie des personnages comme ça que vous avez connus à peu près à tous les âges. Et ça fait partie, je pense, de l'analyse du temps et de la manière dont le temps s'écoule. Et de regarder les gens vieillir avec vous, voilà. Et je trouve que c'est en tout cas, ça fait partie comme ça de ces gens qui partent. Simone Veil, il y a un peu plus d'un an. Et je trouve que ça fait partie comme ça des époques que vous avez toujours vues ou toujours connues et dans des situations où vous étiez enfant ou autre chose. Et il y a quelque chose, voilà. Eh bien, on va voir si ça provoque le même genre de choses chez Estelle Queulemans. Alexandre Benalla, le conseiller musclé d'Emmanuel Macron, entendu au Sénat, ou Marceline Loridan-Ivens, compagne de route de Simone Veil et aussi de Joris Ivens, Théo Franken, secrétaire d'État bien connu, ou encore Eric Van Deus, un journaliste, nouveau directeur de la communication du parquet fédéral, parce que le parquet fédéral estime qu'il a besoin de communication. Alors qui choisissez-vous? Alexandre, Marceline, Théo ou Eric? Je ne vais évidemment pas faire de publicité à notre cher secrétaire d'État, donc Marceline, évidemment. Oui. J'étais avec vous dans la marche des femmes, la caravane des femmes, Simone Veil, effectivement. Et là, je pense qu'on est vraiment dans la défense des droits des femmes de manière effectivement convictionnelle et qui malheureusement d'ailleurs se remet à l'actualité aujourd'hui. Donc on a l'impression que ce sont des combats qu'on a dû mener il y a longtemps, mais qui en fait sont toujours d'actualité. Et c'est pour ça que se montrer et se dire féministe au jour d'aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Et Marceline Loridan était dans les camps avec Simone Veil et elles ont toutes les deux survécu au camp de concentration. Alors, on va passer à notre rubrique campagne électorale, un peu les perles de campagne, parce que la campagne électorale elle a lieu, même s'il n'y a pas de politique ici, vous avez votre mot à dire sur eux. Je vais d'abord vous faire... allez, on va commencer par le clip, parce que c'est un très très beau clip, une vidéo politique ucloise, encore, toujours la même liste qui est très poétique,
poétisée, je dirais, à défaut de politiser. C'est la liste UCLA en avant, et c'est un candidat qui s'appelle Monsieur Caputo, qui a décidé de faire une chanson en l'honneur de sa liste. Je vous propose de l'écouter, ça commence un peu comme un rap, et après comme une chanson douce. Stop avec les belles paroles. Stop nous prendre pour des guignols. Stop à toutes ces fausses promesses. Il est temps que cela cesse. Vu qu'en avant, ici et maintenant, pas dans 6 ans, c'est bien trop lent. Vu qu'en avant. Voilà, alors je reconnais c'est un peu traître, parce que c'était signalé par une collègue journaliste, et il a très très vite enlevé de son propre Facebook et de YouTube, s'est rendu compte que peut-être cette vidéo n'était pas le meilleur moyen de se faire connaître. Mais désolé, Monsieur Caputo, maintenant vous êtes connu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie de commenter. Oui, Olivier Willox. Je change d'avis. Tirage au sort, c'est pas mal finalement. Alors, plus. j'ai aussi en magasin de quelqu'un qui est quand même un député et qui se présente aussi au communal, et c'est une affiche un peu kitsch de ce candidat de Bruxelles-Ville, c'est « Osons les animaux dans la ville », c'est David Weitzman. Ça fait un peu kitsch, ça fait un peu ancienne campagne, mais voilà, mais au moins on parle des animaux. Quelqu'un un commentaire? Je ne comprends pas le slogan. On va le répéter alors. Osons les animaux. Il y a des dizaines de milliers de chiens dans la ville. Non, mais oser se promener avec des animaux. Voilà, c'est extraordinaire. C'est politiquement pertinent. Ce que je constate, c'est que le premier, M. Caputo, il dit stop stop aux fausses promesses, stop à machin, tout. Donc en fait, il propose rien. Et lui, il propose, mais on ne comprend pas ce qu'il propose. Mais il propose de promener votre chien. Parce que si on a un chien, on promène notre chien. Eh bien, on va parler de mobilité à présent, parce que c'est quand même la fin de la semaine de la mobilité. On a connu le week-end dernier le dimanche sans voiture, bien sûr. Alors, cette année, on a mis un peu plus l'accent sur les véhicules électriques, et il y a aussi cet essor incroyable des trottinettes. Regardez ce reportage. Marie-Noël Dinan et Béatrice Broutou. Juste à côté du Parc Royal, bien rangées et par 3, les trottinettes Bird sont bien présentes à Bruxelles. Après Paris, l'opérateur américain jette son dévolu sur la capitale. C'est le 3e qui s'essaie à la trottinette en libre service chez nous. Nous avons décidé de commencer avec un petit nombre de trottinettes et nous les déployons par rue sur les coins des voiries. Ainsi, nous nous assurons qu'elles ne bloquent aucune entrée, aucun trottoir, afin que personne ne se sente importuné. Voilà donc de la concurrence pour Trotti qui vient de se lancer dans plusieurs communes bruxelloises. Une concurrence que Trotti espère loyale. Bird déploie 100 trottinettes, mais vient seulement de démarrer les négociations avec les autorités communales. Nous, on a justement décidé de travailler en étroite collaboration avec les institutions publiques. Ils nous ont dit 20 trottinettes, donc on a préféré réduire la zone, une zone test, qui s'avère tout à fait concluante. Maintenant, après 2 mois, donc fin août, on est à 8000 utilisateurs réguliers et on a fêté notre 12e 1000 courses en 2 mois. Le secteur de la trottinette électrique, un business rentable, le patron de WeMove a abandonné le free floating, trop cher en logistique et en service après-vente. Je pense que financièrement, en interne, ce ne sera pas rentable. Bird, si mes souvenirs sont bons, sont capitalisés à hauteur d'1 milliard. Vous avez Lime à Paris qui a 500 millions de dollars. Voilà, donc effectivement, c'est un peu comme les Uber qui fonctionnent bien, qui inondent le marché, mais quand on voit le PNL, c'est absolument pas rentable. Et nous, comme ce sont nos fonds privés et personnels, on n'avait pas envie de se lancer là-dedans. Pour assurer la logistique, les patrons de Bird se sont entourés de Bruxellois qui récupèrent les trottinettes chaque soir. Une entreprise qui attend avec impatience le plan régional qui doit réglementer le secteur de free floating dans les semaines qui viennent. Comme j'aime bien traduire le jargon, je vais traduire le jargon de notre interlocuteur là, qui parle de PNL. PNL, Olivier Willox, je vous laisse répondre ce que c'est. C'est un truc horrible. Oui. C'est ce que ma voisine va dire en tout cas. Oui, donc c'est les profits et les pertes évidemment d'une entreprise. Voilà, comme ça on sait de quoi il s'agit. Alors Estelle Colemans, toutes ces... Oui, Estelle Colemans, est-ce que toutes ces idées de mobilité douce ou autre, comme celle-ci, c'est bien, il faut multiplier cela? Ah oui, je pense. Et je pense aussi que d'ailleurs les Bruxellois, les travailleurs, enfin,
Moi, quand je me promène, donc moi, ma manière de me déplacer dans Bruxelles, c'est les transports en commun et surtout la marche. Je vois effectivement des modes de déplacement, maintenant des personnes perchées comme ça sur une roue. Donc voilà, j'ai l'impression que quand même les Bruxellois eux-mêmes et les travailleurs ont vraiment pris leur part là-dedans, et en tout cas leur part de responsabilité là-dedans. Mon seul souci, c'est un petit peu plus la cohérence de certaines politiques qui continuent à persister, peut-être au niveau fédéral notamment, des politiques en matière de véhicules de société, des choses comme ça. De favoriser. De continuer à favoriser tout à la voiture, qui est assez contradictoire. Voilà. Mais par exemple, les interlocuteurs sociaux au niveau du Conseil national du travail ont rendu un avis sur ce qu'on appelle le budget mobilité, qui malheureusement va être fort mis à mal par le cash for cars du gouvernement qui va être assoupli. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais justement, ce budget mobilité, il visait justement à permettre aux travailleurs, notamment, de choisir plus des possibilités de mobilité douce. Donc, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je me suis d'ailleurs acheté un vélo pliant. Électrique ? Non, pas électrique. Il faut faire un petit peu de sport aussi. Et donc, voilà, je vais m'y mettre aussi. Olivier Willock. Hier, on a fait un joli événement. On était, à mon avis, une petite 200aine. Où on a fait un concours, on devait se déplacer dans la ville en utilisant un maximum de modes de déplacement. Il y avait des ministres fédéraux, il y avait une secrétaire d'État, mais il n'y avait pas de ministre bruxellois. Vous avez dit que Pascal Smith n'était pas là. J'ai rien dit, voilà, c'était un constat. Mais il avait autre chose à faire. Il avait peut-être une ligne de tram à inaugurer. Et certainement qu'il y a plein d'autres choses à faire, donc je comprendrais parfaitement pourquoi il n'est pas là. Et donc on a pu essayer tous les modes de déplacement avec des Bruxellois et des non-Bruxellois, ce qui était intéressant du point de vue des travailleurs. Et c'est vrai que je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose, c'est-à-dire une transformation complète. C'est qu'aujourd'hui, et toute la problématique d'ailleurs aujourd'hui, c'est la question de la réglementation. La réglementation est quasiment toujours en retard, presque d'une guerre. Pour mettre 10 trottinettes sur un trottoir à louer, il faut une autorisation. Est-ce qu'il faut vraiment toujours attendre ? À un moment donné, l'état de nécessité, louer un bus, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné faire un bus avenue Louise, Louvain, sans devoir considérer que c'est interdit et gravement dangereux avec une société qui est professionnelle et qui le ferait ? Aucune concurrence à la STIB, par exemple ? Pas forcément, parce que la STIB ne va pas sur Louvain. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de faire de l'intra-bruxellois parce que la STIB est remarquablement efficace à peu près sur toutes les distances à l'intérieur de Bruxelles. Dès que vous combinez des modes de déplacement, ça devient compliqué. Et donc, il faudrait être plus souple dans les possibilités. Écoutez, ce qui est dingue, c'est qu'on demande aux gens de faire du covoiturage, mais si vous avez 6 places, ça ne va plus. Alors, à un moment donné... attendez, les gens font très très peu de covoiturage. Mais pas assez, justement. on est d'accord. Non, mais c'est moins que pas assez, c'est catastrophique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'on ne devrait pas justement l'instaurer dans l'entrée de Bruxelles, comme on fait aux États-Unis? Washington a ça depuis 50 ans. Notre position est très simple là-dessus. On défend la taxation intelligente kilométrique, pas de souci là-dessus. Donc, je pense que c'est la manière de shifter ça. C'est qu'à un moment donné, si aux heures de pointe, si je veux aller à Bruxelles, je vais devoir payer, alors que je ne dois pas payer aux heures qui ne seraient pas de pointe. Je veux dire, dimanche après-midi, pour rentrer dans Bruxelles, il n'y a pas de raison de devoir payer. À un moment donné, les gens vont discuter en disant, est-ce qu'on n'irait pas ensemble? Je pense qu'à un moment donné, la rareté de la voirie va forcer les gens à devoir discuter ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que les entreprises qui ont justement les moyens, qui ont des moyens, investissent dans des applications. Il s'appelle Marcel Serre. Investissent dans des applications. Non, mais moi, on va entendre la réponse. On est en train d'essayer de voir avec toutes les plateformes de covoiturage, savoir comment on peut les aider pour faire en sorte que ça marche. Il n'y a aucune réticence chez nous, que du contraire, je pense d'ailleurs. Mais le problème est paradoxalement pas tellement au niveau du patronat. Les réticences qu'on a, c'est plutôt au niveau des gens dans les structures. Et donc aujourd'hui, on va parler d'usines où le fait de pouvoir venir et notamment d'avoir le défraiement individuel pour le déplacement incite plutôt les gens, officiellement en tout cas, à prendre chacun leur voiture, plutôt qu'être dans un mode de collaboration. Et donc je pense que la réflexion... Il faudrait arrêter ce système-là? Non, mais je pense qu'il faut être ensemble dans la discussion. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition de principe là-dessus. Je pense... Je vois Estelle Culmans qui dit des non. plans d'entreprise. On Oui, doit pouvoir effectivement les négocier. Des plans de mobilité mais en entreprise. C'est des choses qu'on doit pouvoir travailler ensemble et qui incitent aussi les travailleurs de manière positive à faire justement du covoiturage. Via effectivement toutes sortes d'incitants. On est tout à fait dans l'esprit collaboratif et démocratique dont on parlait tout à l'heure. Une dernière petite question, Sylvie Losberg. Rien à voir avec le covoiturage, quoique...
c'est très bien d'avoir des mobylettes, des vélos, etc. Et je trouve qu'il faut le développer. Mais alors, je voudrais me tourner vers M. Willox en disant, est-ce que les entreprises en Belgique ne pourraient pas faire des livraisons ? Parce qu'en fait, dans des pays comme aux États-Unis, il y a plein de livraisons, mais chez nous, sur une bicyclette ou sur ta trottinette, c'est impossible. Donc, en Belgique, on n'a pas cette culture de la livraison, et je trouve que ce serait vraiment tout un champ commercial. C'est très rare, allez, franchement. On va laisser répondre. D'abord, pas seulement la vous avez raison. Par rapport à historiquement, on était tous dans un mode, mais aux États-Unis aussi d'ailleurs, dans un mode livraison voiture avec un grand parking devant et à la limite on vous mettait dans la voiture. C'est clair qu'aujourd'hui, notamment, le piétonnier a introduit un autre mode de déplacement. Et hier, j'ai eu le plaisir de rouler sur un vélo avec un grand bac qui pouvait porter jusqu'à 300 kg. Je l'ai essayé moi-même. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en termes de poids, 300 kg, ça devient relativement significatif pour la livraison en ville. Et nous soutenons aujourd'hui toutes les initiatives qui visent à faire ça. On voit que des grosses chaînes de magasins aujourd'hui proposent d'aller les apporter à la maison. Mais attention sur la question de mobilité. Si c'est mal géré, ça risque de créer plus de charges de trafic que moins. Donc attention, parce que ça fait un double déplacement. Vous y allez, vous laissez, et quelqu'un vient le chercher et vient le redéplacer. Donc il faut pouvoir gérer ces flux de la manière dont il convient. Si vous allez en trottinette, lui fait son tour, il va livrer le soir. Je propose d'installer Sylvie Losbert, ministre de la livraison. Alors, je laisse le mot de la fin sur la mobilité, Estelle Colemans. On doit aller vers où ? On doit aller effectivement vers des solutions qui sont multiples, mais où chacun prend ses responsabilités. On va prendre l'exemple, la FGTB Bruxelles, donc chez nous, on est situé près de la gare du Midi. Plus de 80% de nos travailleurs viennent en transport en commun ou à pied. Et donc tout simplement parce qu'on rembourse le transport en commun. Et donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de mystère. Chez Bessie ? Mais moi j'ai une Non, répondez à ma question. Combien de personnes viennent en transport en commun ? À peu près, au transport en commun, à mon avis, un peu plus de 60 à 70%. Mais de plus en plus de gens viennent à vélo. Et je pense que la question, c'est pas uniquement les transports en commun, c'est surtout les modes de déplacement doux, parce qu'en charge aux heures de pointe, un débat qu'il faudra avoir, c'est qu'aujourd'hui, on sature, et donc je pense qu'un débat qu'il peut y avoir à un moment donné, c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir tout le monde qui commence au même moment dans toutes les entreprises ? Il y a peut-être moyen de faire en sorte que ce soit plus confortable pour tout le monde. Mais donc, il faut avoir le courage de réfléchir autrement, tous ensemble et sans tabou. Réfléchissons autrement sur une autre thématique maintenant, sur la politique de la migration, parce que là, on en parle beaucoup. Théo Franken devait remettre son plan au Conseil des ministres vendredi. Et on a beaucoup parlé aussi de FedAsile qui doit déménager dans Bruxelles. Regardez ce reportage à ce propos de Cyprien Oudemont et Fred Dehaenau. C'est ici, dans cette ancienne partie de l'hôpital militaire, que le fédéral compte installer le nouveau centre d'arrivée de FedAsile. L'objectif du centre d'arrivée, c'est de créer sur un même site un lieu où se réunissent tous les opérateurs qui interviennent dans l'arrivée. Donc l'équipe d'accueil du Petit Château et le Petit Château déménage vers le site de Neder-Overbeek. Également une partie des services de l'Office des étrangers et les services de dispatching qui se trouvent pour le moment au ETC 2. FedAsile exécute en fait une décision prise par le Conseil des ministres, au fédéral donc. Ce matin, les architectes ont présenté les plans en commission de concertation. Mais l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles n'a pas hésité à sortir de son rôle de président de cette commission pour affirmer son non catégorique. Nous n'allons pas accepter en aucune façon ce centre FedAsile. La ville de Bruxelles a déjà accepté plus que sa part avec le Petit Château, avec le parc Maximilien, avec la porte du Lys. Il est temps d'arrêter. J'attends moi de mon côté des efforts de la part du fédéral. L'échevin qui a bien l'impression que des demandeurs d'asile resteront encore au Petit Château alors que FedAsile annonce le contraire. Du côté de l'opposition, on ne veut pas non plus d'un tel projet à Neder-Overbeek. Le projet est un non-sens pour Neder. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les protestations de la majorité à la ville de Bruxelles, on les a déjà entendues il y a 1 an, il y a 2 ans, mais force est de constater que le gouvernement MRNVA continue de faire avancer ce projet, continue aujourd'hui de venir déposer les plans et demander le permis d'urbanisme. Et donc, on est loin de ce qu'on nous avait dit, qui était la mort annoncée de ce projet et la recherche d'une solution alternative. Et une alternative, en voilà une. Depuis ce matin, le MR bruxellois propose d'installer ce fameux centre ici, dans l'ancien site de l'OTAN. Une proposition qui n'a pas encore été étudiée par FedAsile. Une fois encore, la guerre semble déclarée entre la ville de Bruxelles et le fédéral. Alors Olivier Willox, si le site n'est plus au Petit Château, ou n'est plus près du WTC, on ne parlera même plus du parc Maximilien. Je n'avais pas compris que le parc Maximilien était un centre d'hébergement officiel, mais
Non, ça ne l'est pas. Non, mais ça attire du monde, apparemment. Tout à fait. Et quand vous voyez ça, vous, de l'extérieur, en représentant du patronat ici à Bruxelles et à la Chambre de commerce, vous dites, ils ne savent pas gérer le problème de la migration, ou vous dites que ça se passe très bien? Je pense qu'il faudra peut-être attendre les élections d'octobre. Je pense que tout ça va se calmer un peu. Je pense qu'il y a là un peu de surenchère sur une ville de Bruxelles avec l'électorat de Nederland versus Pentagone. Donc, je pense que ça ne doit pas s'étaler dans les médias. Je pense qu'à un moment donné, pour des choses comme ça, il faut trouver des solutions parce que vous allez toujours avoir la pression des riverains contre le fait d'avoir ce type de centre à proximité. Donc, je pense que le climat n'est pas propice à sortir du bois sur où localiser ce... Mais plus largement, parce qu'il y a ce problème de fait d'asile, mais il y a la problématique du parc lui-même. Maintenant, Estelle Keulemans, là-dessus, est-ce qu'il y a une sortie de crise pour le gouvernement là-dessus? Alors, je ne suis pas persuadée qu'on aille vers une sortie de crise. De toute façon, ce gouvernement ne veut pas une sortie de crise sur la question de l'accueil des migrants. Donc c'est bien de ça dont il s'agit, puisque très clairement, ce gouvernement ne veut pas donner l'impression qu'il va faire un appel d'air, donc ne veut pas effectivement donner l'impression qu'il va traiter de manière correcte cette question effectivement des migrants, quels qu'ils soient, d'ailleurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit la raison pour laquelle ils se trouvent sur les territoires belges. On est effectivement plutôt confronté à un gouvernement qui en fait s'est complètement délesté d'ailleurs de ses responsabilités sur les autorités locales et puis quelque part sur les citoyens ici qui ont finalement fait leur boulot. La plateforme citoyenne en particulier, d'ailleurs parfois à leurs risques et périls, puisqu'on voit qu'il y a une forme de criminalisation non seulement des migrants, mais aussi des citoyens. Et puis je pense surtout que ce gouvernement, il s'amuse justement à mettre le focus sur ces problématiques-là plutôt que sur celles qui fondamentalement intéressent les gens. Et en parallèle de ça, il prend des mesures socio-économiques qui font terriblement mal à l'ensemble de la population. Et donc c'est de l'enfumage. Ça résonne dans la population, que ce problème de migration suscite beaucoup d'intérêt, et pas seulement pour accueillir des migrants. Alors, je voulais savoir, Olivier Willock, est-ce que économiquement, on a besoin de migration aujourd'hui? Le problème, c'est que globalement, en Europe, oui. La problématique de Bruxelles est un peu particulière, c'est qu'on a un taux de chômage qui reste relativement important, et donc avoir un discours, quel qu'il soit, de chez nous d'ailleurs, en disant c'est bien parce qu'on a besoin de gens pour venir travailler dans nos entreprises, je ne pense pas que ce soit un discours qui soit audible, et je ne suis pas d'ailleurs sûr que ce soit vrai. Et donc je pense que la question des migrants aujourd'hui n'est pas une question simple, tant dans un sens que dans l'autre. Quand vous voyez Merkel, très fort soutenue d'ailleurs par le patronat allemand sur le million de réfugiés qu'ils ont accueillis, vous vous rendez bien compte qu'1 million de personnes, c'est la taille de Bruxelles, et donc vous allez avoir, que ce soit d'ailleurs, je ne stigmatise pas les réfugiés, je dis simplement que sur une population d'1 million, vous avez un certain nombre d'exactions. Ça se passe à Bruxelles tous les jours, peu importe l'origine des gens. C'est simplement une masse tellement importante. Et votre extraction médiatique de tout dérapage, de tout mauvais comportement devient, les immigrés, et je parle de l'Allemagne ici, sont dangereux pour la population allemande. Alors qu'en fait, si vous regardez la criminalité moyenne d'une ville allemande d'1 million d'habitants par rapport aux millions de réfugiés, vous êtes aujourd'hui nettement en dessous. Donc il y a un effet loupe, quoi. Mais vous avez un effet loupe qui est probablement exploité par un certain nombre de gens, et certainement pas par le gouvernement allemand, mais qui fait en sorte que le sentiment d'insécurité augmente sur un effet de loupe assez malsain. Paul Grosjean? Moi, je crois aussi qu'on parle beaucoup trop de la migration. Je suis pour l'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc., etc. Mais on occulte d'autres débats, effectivement, la science, la culture, l'enseignement, l'Europe. Et en plus, on constate dans les pays où on parle beaucoup de migration, en campagne électorale, ça favorise l'extrême droite. Donc moi, je dis attention. Alors, on arrête d'en parler. Hamza Belakbir, vous concluez. Oui, justement. Mais attention, vous ne pouvez pas en parler, avec ce qu'a dit Paul Grosjean. Oui, exactement. On en parle trop. on en parle trop. Mais en fait, il faut en parler en dénonçant là vraiment qu'il y a un agenda, une volonté politique d'installer un agenda éditorial. Et je pense là, les médias, je pense tous les médias, toutes et tous ici qui sont toutes et tous ici. Sur cette question, voilà, ne me coupe pas Marcel, s'il te plaît. Et donc justement là-dessus, il faut juste que les médias agissent d'une manière responsable sur la non-récupération de l'imposition agendatique qui est voulue par les forces d'extrême droite partout en Europe
inclus ici en Belgique. On va passer au coup de cœur à présent. Et on commence avec le coup de cœur de Marcel Sell qui voulait parler d'Europe. Oui, l'Europe, parce que figurez-vous que Apple a payé, pour l'instant mis en réserve, mais a payé, remboursé 14 milliards d'impôts à l'Irlande, grâce à la Commission européenne. Bonne nouvelle pour les Irlandais. Voilà, d'autre part, il y a eu le droit d'auteur qui a été renforcé contre les GAFA, donc Google, Facebook, Amazon, etc., grâce à l'Union européenne. Orban va être obligé d'un peu revoir sa copie grâce à l'Union européenne. Alors je voudrais dire Bruxelles, ce mot qu'on utilise tellement souvent en France pour canarder l'Europe. Eh bien, c'est cette dimension-là qu'il faut avoir pour s'attaquer à des multinationales ou à des pouvoirs de la dimension d'Orban, des GAFA ou d'Apple. Vive l'Europe. Très bien. Alors, vous vouliez nous parler d'Emma, Sylvie. Oui, Qui est Emma, c'est une dessinatrice de BD qui s'attaque aux problématiques des femmes. Et ici, elle a réagi aux propos du président des gynécos français qui disait que lui, il pratiquait pas d'IVG et qui trouvait que c'était un homicide. Et elle explique du point de vue de la personne enceinte, ici le président des gynécos qui se retrouve un beau matin enceinte, eh bien à quoi il va être confronté pendant la grossesse, l'accouchement, avec une petite pique au personnel médical qui prend le pouvoir sur le corps des femmes, et puis surtout après l'accouchement. Et donc c'est très très rigolo, c'est du point de vue des femmes, mais ça montre bien que ce débat est idéologique aujourd'hui, alors que c'est de la santé et des décisions des femmes qu'il s'agit. Il y a eu un film avec un homme qui était enceinte, exact. c'était avec Marcello Mastroianni. À présent, il le voulait. Hamza, lui, n'est pas encore enceinte. Il va nous parler d'un film à la télé, un documentaire. Voilà, justement, il s'agit de documentaire section professionnelle réalisé par Safia Kessas et Joël Franca, notamment une immersion qui a duré 1 an dans un lycée professionnel du nord de Bruxelles, l'Athènes Royal Rive Gauche, si je ne m'abuse. Oui. Et j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première le jeudi soir. Et ça m'a juste frappé de la rareté d'avoir un documentaire qui parle de ce Bruxelles-là, de cette Belgique-là, qui me ressemble beaucoup et qu'on ne voit pas dans les médias assez, en tout cas qu'on ne voit pas assez. Et là, c'était vraiment une approche, non pas école poubelle ou que sais-je, du nord de Bruxelles, ce qu'on dit, mais vraiment un reportage tel que, en fait... comme ça se passe. Comme ça se passe, ouais. Réel, vrai, qui nous représente. Paul Grosjean. Moi, je veux vous parler de la réouverture des armes de Bruxelles dans l'îlot sacré, qui est un élément du folklore bruxellois très important. Gourmand, non, mais il y a de l'emploi derrière. D'ailleurs, je tiens à souligner que Rudy Van Anker, qui a repris les armes de Bruxelles, a fait un accord avec les syndicats et que ça se passe très très bien. Et que c'est très important qu'une grande ancienne bruxelloise comme les armes soit rouverte et que les Bruxellois retournent dans l'îlot sacré. C'est repris par Léon. Alors, un autre resto rapidement, est celle que Le Mans voulait nous parler de 65 degrés. Ben voilà, dans cette quand même actualité relativement morose, voilà, l'ouverture de ce restaurant où parmi les 9 travailleurs, on en a 6, on va dire travailleurs, personnes handicapées, trisomiques et autres, donc voilà, qui servent en salle, qu'on expose en salle, parce qu'en général, excusez-moi, mais c'est rarement le cas. Donc voilà, une vraie bulle positive dans une société de plus en plus normée, de plus en plus excluante. Et comme on parlait tout à l'heure, de l'accès aux études, de l'accès à la démocratie, de l'accès simplement à la culture, mais ce sont ces personnes-là n'ont toujours pas le même accès, ne sont toujours pas citoyennes de la même manière. Donc vraiment, ce restaurant-là, j'ai pas l'habitude de trop fréquenter les restaurants de l'avenue Louise, mais là, je me ferai un plaisir d'y aller. Très bien, on s'y retrouvera tous. Alors merci, invités et chroniqueurs. Bon week-end à tous. Lundi, une interview face à face avec 2 listes ucloises, la NVA et Citoyens d'Europe. Bon week-end à tous. Il négociera en 2014.